d'accueillir Nicolas Hemming. Donc Nicolas Hemming est professeur de médecine intensive réanimation. Il travaille à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, à la PHP dans la région parisienne. Et donc évidemment, comme peut-être tout le monde ne le sait pas, pour la région Île-de-France, le caisson hyperbare unique de notre région est à l'hôpital Raymond Poincaré. Et donc Nicolas est probablement le médecin qui a l'expérience la plus importante de la prise en charge des intoxications par monoxyde de carbone, notamment justifiant d'oxygène hyperbare. Merci beaucoup Nicolas, à toi la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mes diapos et est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, tout à fait, on les voit Nicolas. Super. Merci pour cette introduction. Donc, effectivement, je travaille à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches et je suis en charge du caisson hyperbare. Donc, je vais vous parler voilà, rapidement des intoxications au monoxyde de carbone et de leur prise en charge. Alors, une petite introduction, on va commencer par une vignette clinique. Donc, c'est une patiente qu'on a reçue il y a peu de temps dans le service. Donc, une femme de 64 ans, sans antécédents. Les secours ont été appelés parce que la patiente ne donnait pas de nouvelles depuis 24 heures. Et donc, les pompiers ont été obligés de fracturer la porte de son domicile. Dès l'ouverture de la porte du domicile, le détecteur de monoxyde de carbone des premiers secours se met à sonner. Et donc, ils vont retrouver la patiente dans un coma plutôt calme, Glasgow 3, avec des traces de vomissement et des points de compression cutanée. Donc, c'est un tableau, le tableau que je vous décris, il est assez typique de ce qu'on peut trouver dans les intoxications graves au monoxyde de carbone. Il peut y avoir certaines subtilités, donc les intoxications au monoxyde de carbone, on en parlera plus tard, mais sont volontiers multiples, donc toute une famille peut être atteinte. Et puis on peut observer également des intoxications associées, notamment dans le cas des incendies, où les patients sont à la fois intoxiqués par le monoxyde de carbone, mais également par les fumées d'incendie et tous les autres toxiques contenus dans ces fumées. On va voir petit à petit la prise en charge de cette patiente. Donc, c'est important de noter que tous les secours en France sont équipés de détecteurs de monoxyde de carbone pour protéger ces secours du suraccident, puisque on en parlera tout à l'heure, mais le monoxyde de carbone est inodore, incolore et n'a pas de saveur particulière. Donc, quelques mots. Alors, est-ce que je peux déplacer là? Voilà. Quelques mots de la population atteinte de ces intoxications au monoxyde de carbone. Il faut bien distinguer deux types de populations. Il faut distinguer les intoxications accidentelles et isolées des intoxications associées, qui peuvent être des intoxications volontaires, volontiers associées dans ces cas-là à des intoxications médicamenteuses ou à l'inhalation d'autres gaz toxiques. On pense notamment au patient qui s'est enfermé dans l'habitacle de sa voiture et qui a connecté le tuyau d'échappement à l'habitacle de cette voiture. Cette distinction, vous verrez, elle est peu faite dans la littérature, mais probablement que le pronostic des patients qui ont une intoxication mixte est plus sévère que les intoxications simples au monoxyde de carbone. Donc, les intoxications au monoxyde de carbone, ça représente plusieurs milliers de cas par an en France. En Île-de-France, en 2000, les chiffres, on peut changer, hein. Ça représentait environ 500 intoxications et 9 décès. Les chiffres changent peu. Cette courbe vous montre l'incidence des intoxications au monoxyde de carbone au cours des saisons. Et donc, vous voyez qu'il y a un fort rebond de ces intoxications en automne et en hiver. C'est la période pendant laquelle il fait le plus froid et donc la population a tendance à allumer sa chaudière ou quand on vient d'un milieu socio-économique un peu plus faible, à utiliser d'autres méthodes pour se chauffer, notamment le brasero. Et tout ça est pourvoyeur, bien sûr, d'intoxication au monoxyde de carbone.
Dans l'immense majorité des cas, ces intoxications au monoxyde de carbone sont accidentelles, elles sont domestiques et familiales, donc tous les membres de la famille sont intoxiqués et présentent des signes. L'origine, elle est liée à la combustion incomplète d'un composé contenant du carbone, volontiers en présence de vapeur d'eau. Et donc les origines les plus classiques sont le chauffage, donc la chaudière défaillante, les chauffe-eau, mais également le gaz d'échappement. On peut évoquer également le monoxyde de carbone contenu dans les fumées d'incendie ou également dans les groupes électrogènes. Et donc, les ouvriers qui travaillent avec un Karcher dans un lieu peu aéré sont un exemple typique d'accident de travail survenant dans ce contexte. Donc, j'en avais déjà dit quelques mots, mais le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore, insipide, non irritant, inflammable. Il est produit par combustion incomplète, par défaut d'oxygène d'une substance contenant du carbone, et il est toxique. Sa physiopathologie implique une affinité extrême pour l'hème, beaucoup plus importante que l'oxygène. Et donc l'hémoglobine ne transportera plus d'oxygène, mais uniquement de la carboxyhémoglobine. Cette affinité du CO pour l'hème va induire la formation de carboxyhémoglobine qui diminue la capacité de transport de l'oxygène, donc induit une hypoxie et cette formation va également induire un shift vers la gauche de la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Et donc sur le plan physiopathologique, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des lésions d'anoxie. Ces lésions d'anoxie, elles sont liées à la toxicité directe du monoxyde de carbone. Donc on observe volontiers une perte de myéline, une perte neuronale. Dans les formes les plus sévères, on peut voir un œdème cérébral. Et puis, à distance, peuvent apparaître des lésions de peroxydation lipidique, donc des phénomènes d'oxydoréduction des lipides, notamment cérébraux, qui font en fait toute la gravité de la maladie et qui peuvent expliquer en partie la survenue de symptômes à distance de l'intoxication. Sur le plan anatomopathologique, les lésions qu'on observe en cas d'intoxication au monoxyde de carbone sont essentiellement localisées au niveau du cerveau, essentiellement au sein des zones grises centrales, mais on peut également voir des atteintes de la substance blanche. Il faut noter que l'imagerie peut être normale à un stade précoce. Sur le plan clinique, les signes neurologiques associés à une intoxication au monoxyde de carbone sont l'association de céphalée, de vertige et de nausées, éventuellement de vomissements. On peut voir des signes neurologiques, notamment dans les formes les plus sévères. Donc, on peut voir apparaître un syndrome confusionnel, une ataxie, un syndrome pyramidal, des troubles de la conscience, voire un coma. Sur le plan cardiaque, on peut voir apparaître une tachycardie, une insuffisance coronarienne, éventuellement un choc cardiogénique ou un œdème aigu du poumon. On peut observer des signes cutanés dans les intoxications les plus massives. C'est ce que constatent nos collègues anatomopathologistes. On constate volontiers une teinte cochenille chez les patients décédant d'une intoxication au monoxyde de carbone. De manière très pragmatique en clinique, c'est jamais observé. C'est vraiment dans les intoxications les plus graves qui mènent au décès qu'on observe ce symptôme. Comment est-ce qu'on détermine la gravité d'une intoxication au monoxyde de carbone? De manière très simple, il ne suffit pas de se fier au taux de carboxyhémoglobine pour estimer la gravité d'une intoxication. Il faut réellement se baser sur la clinique.
Et donc, le coma initial est un signe de gravité bien connu, bien documenté dans ces histoires-là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se fier au taux de carboxyhémoglobine? Parce que la demi-vie de la carboxyhémoglobine, notamment une fois que le patient est extrait du milieu imprégné de monoxyde de carbone, ou lorsque l'antidote, c'est-à-dire l'oxygène, commence à être administré, le taux de carboxyhémoglobine peut baisser très vite. La deuxième raison, c'est que les mesures fiables du taux de carboxyhémoglobine sont souvent faites à distance, notamment une fois le patient transféré aux urgences. Donc, on peut être quelques heures après l'intoxication et donc on peut observer des taux de carboxyhémoglobine relativement bas. Et puis, le troisième point à ne pas oublier, c'est qu'un sujet fumeur peut facilement avoir un taux de carboxyhémoglobine à 10-12% en l'absence d'une exposition à une source de monoxyde de carbone. On continue sur la clinique. Une forme particulière des intoxications au monoxyde de carbone qui fait toute la gravité du tableau, c'est le fameux syndrome post-intervallaire, donc qui survient après un intervalle libre de quelques jours à quelques semaines. Il peut combiner des troubles, on va dire, subjectifs qui associent une asthénie, des troubles de la vision, des troubles de la mémoire et des céphalées, mais également des troubles objectifs avec des formes psychiatriques et dans les formes les plus sévères, un déficit moteur, un déficit sensitif et des troubles cognitifs. Et donc, il peut, dans les formes les plus sévères, on peut voir ce tableau gravissime de troubles neurologiques séquelaires apparaître dès l'intoxication. Ces troubles neurologiques ou neurocognitifs surviennent fréquemment. Donc, dans la série publiée par Weaver en 2002, 46% des patients présentaient des séquelles neuropsychologiques 6 semaines après une intoxication sévère au monoxyde de carbone. Dans une autre série, jusqu'à 6 ans après l'intoxication, environ 1 patient sur 5 présentait des troubles cognitifs. Donc, c'est une entité qui est clairement handicapante et qui est sérieuse. Et donc, l'objet du traitement par oxygénothérapie hyperbare, c'est d'essayer d'éviter que ces lésions cognitives n'apparaissent, ou au moins de réduire leur intensité. Donc, comment est-ce qu'on prend en charge une intoxication au monoxyde de carbone? La prise en charge initiale, elle est simple, elle consiste à soustraire la victime à l'ambiance toxique et à administrer aussi vite que possible de l'oxygénothérapie normobare, via un masque à haute concentration à fort débit pendant 6 à 12 heures. Si le patient est intubé et ventilé, vous allez appliquer une FiO2 à 100%. L'objet ensuite, c'est d'éviter la réexposition du patient. C'est des situations qu'on connaît et qu'on a vues malheureusement, et pour ça, il faut identifier la source de monoxyde de carbone et la neutraliser. Vient ensuite le traitement spécialisé, c'est l'oxygénothérapie hyperbare. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître ça par cœur. Aussi, juste le schéma des séances d'oxygénothérapie hyperbare qu'on peut administrer chez des patients intoxiqués au monoxyde de carbone. Pourquoi est-ce qu'on administre de l'oxygène chez ces patients? Parce que l'oxygène va diminuer la demi-vie de la carboxyhémoglobine. Et donc, vous voyez sur ce tableau la demi-vie de la carboxyhémoglobine en air ambiant qui va jusqu'à 360 minutes. Lorsque le patient est mis sous oxygène normobare, donc oxygène pur en air ambiant à la pression atmosphérique, la demi-vie de la carboxyhémoglobine passe à 90 minutes. Et en conditions hyperbares, quand on fait respirer le patient de l'oxygène pur à 10 ou 20 mètres d'équivalent en profondeur sous la mer, la demi-vie de la carboxyhémoglobine passe à 20 minutes.
De plus, l'oxygénothérapie hyperbare permet d'augmenter la quantité d'oxygène dissous et donc d'améliorer la délivrance périphérique de l'oxygène. Une méta-analyse qui a été réalisée par la Cochrane sur le sujet. Donc, ils ont évalué l'intérêt de l'oxygénothérapie hyperbare dans la persistance de signes ou de symptômes 4 à 6 semaines après la prise en charge initiale. Donc, vous voyez que les effectifs sont relativement petits, environ 600 patients par groupe. Il semble qu'il y a un effet bénéfique puisque l'odd ratio est inférieur à 1. Néanmoins, l'intervalle de confiance à 95% autour de cet odd ratio contient la valeur 1 et donc on n'atteint pas la significativité statistique. Néanmoins, l'haute autorité de santé qui a été prise à partie sur le sujet considère, au vu des données de la littérature et de la position des sociétés savantes, que l'intoxication au monoxyde de carbone chez les patients les plus à risque de développer des complications, que cette oxygénothérapie hyperbare était indiquée. La conférence de consensus de la Société européenne de médecine hyperbare en 2017 était arrivée à la même conclusion. Ça fait d'ailleurs partie des indications pour lesquelles le niveau de preuve est le plus fort. Et donc, cette société savante conclut que les intoxications au monoxyde de carbone doivent être traitées par de l'oxygénothérapie normobare en première intention, que l'oxygénothérapie hyperbare est recommandée chez les patients à risque de développer des complications au long terme. Il développe les patients à risque comme les patients étant inconscients à un moment de leur prise en charge, les patients chez qui persiste ou est apparu un signe neurologique, cardiaque, respiratoire ou psychologique, et chez les femmes enceintes. Ce traitement par oxygénothérapie hyperbare doit se faire dans les 24 heures suivant l'exposition. Il n'y a plus d'intérêt au-delà de 24 heures après l'exposition au monoxyde de carbone, surtout si le patient n'a plus de symptômes. Quelques mots sur l'intoxication au monoxyde de carbone dans des situations particulières. La première situation particulière qu'il faut mentionner, c'est la femme enceinte. Le monoxyde de carbone passe la barrière placentaire. Le monoxyde de carbone a une affinité particulièrement forte pour l'hémoglobine fœtale, encore plus forte que pour l'hémoglobine maternelle. Et donc le risque en cas d'intoxication maternelle au monoxyde de carbone est en réalité une intoxication fœtale. Et donc toute femme enceinte intoxiquée au monoxyde de carbone doit pouvoir bénéficier d'une séance d'oxygénothérapie hyperbare, même en l'absence de signes cliniques chez elle. Le deuxième cas particulier dont j'ai commencé à parler en introduction, c'est les intoxications mixtes. Donc les intoxications mixtes aux fumées qui contiennent du monoxyde de carbone peuvent compromettre le pronostic du patient. Et donc, parmi ces intoxications mixtes, il faut noter l'intoxication aux fumées d'incendie ou les intoxications par fumée d'échappement des voitures. Et donc, probablement que ces pathologies ont des pronostics complètement différents. On peut noter que dans les fumées d'incendie, il y a la présence d'énormément d'autres toxiques, notamment les dérivés du cyanure, ainsi que des suies et des produits incandescents qui ont une toxicité pulmonaire propre. D'ailleurs, les intoxications aux fumées d'incendie sont un modèle ancien de SDRA dans les modèles animaux. Donc
Donc, voilà, vous avez toute cette toxicologie supplémentaire qu'il faut avoir en tête. Et donc, en conclusion, le diagnostic des intoxications au monoxyde de carbone peut être parfois difficile. C'est clairement un problème de santé publique. Il y a tout un sujet de prévention primaire à avoir dans ce contexte-là. N'oubliez pas que c'est une pathologie à déclaration obligatoire. Et clairement, il y a une place pour l'oxygénothérapie hyperbare, notamment dans les formes les plus sévères, mais également chez la femme enceinte. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?